Matin, j'arrive donc devant le téléphone, je regarde tous les appels manqués qu'on a eu depuis la fermeture de la veille et je réponds d'abord aux SMS et ensuite je rappelle chaque personne qui nous a appelé pour essayer de répondre à leurs demandes. On passe sur la partie ordinateur avec les contacts qu'on a eu sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Et donc après les contacts par mail qu'on a eu. Donc les contacts par mail, ça peut être soit des clients qui nous demandent au sujet des activités qu'on propose, mais ça peut aussi être des partenaires avec qui on travaille pour les croquettes, les assurances, des partenaires sociaux, ça peut être des écoles aussi, des interventions qu'on a. Et à ce moment-là, du coup, soit j'en profite pour les rappeler si c'est pas un week-end, parce que du coup, forcément, on répond à tous ces gens-là tous les jours de la semaine, quoi. Donc c'est tous les matins, ça me prend des fois entre 15 minutes et entre 3 heures, quoi. Ça peut être jusqu'à midi aussi. Les jours où on a vraiment beaucoup de demandes, ou les périodes qui anticipe des périodes comme le mois de mars ou avril où on a beaucoup d'appels où les gens ils préparent justement leur été, quoi. Donc après, ça c'est ce qu'il y a quotidiennement à faire. On a la préparation aussi de toutes les fiches de réservation. Donc on a un logiciel qui nous permet de gérer en fait les réservations qui s'appelle Cookie, où on peut voir en fait les réservations qu'on a déjà faites et celles qui sont à venir. Et on prépare aussi du coup des fiches de pension, qui sont des fiches qu'on est obligé de faire signer à chaque client, où on a des informations qui sont à l'intérieur et on remplit du coup les informations de client. Derrière, on a des informations qui concernent le chien et cette fiche-là, on doit la faire signer à tous les chiens qui rentrent, enfin les chiens, les chats ou les autres animaux qui rentrent du coup à la pension pour qu'il y ait un contrat en fait finalement où chacun s'engage à respecter les conditions générales qu'on a prévues. Donc voilà au niveau de la partie plutôt gestion dans le bureau. Et ça, c'est tout ce qui est administratif. Et puis après, il y a aussi toute la partie communication que nous, on gère ici tout seul. Cette partie communication, ça passe par les réseaux sociaux et notre site internet. Donc nous, notre site internet, c'est un site internet qu'on gère nous-mêmes, qui passe par la plateforme Wix. Et donc on gère le référencement naturel, donc c'est la possibilité d'être visible sur Google sans forcément payer. Et donc il y a pas mal de choses à faire régulièrement, on va dire. Idéalement, il faudrait faire une fois par semaine, on fait une fois par mois à peu près. Essayer de voir les mots qui fonctionnent, comment l'algorithme Google il a changé et comment justement on peut essayer de récupérer de la visibilité vis-à-vis de ça. Et donc il y a aussi toute une partie création d'affiches, de cartes de visite, de flyers pour prévenir les gens qu'on a tel ou tel accessoire en ce moment. De manière encore plus ponctuelle, ça peut être faire de la communication sur les voitures par exemple, mettre des stickers dessus, le panneau au bout de notre chemin pour dire que on est ici. Donc il y a le flocage des habits, c'est des renouvellements auxquels on pense pas toujours au début et puis qu'en fait on doit faire de temps en temps. Et éternellement, ça peut vite devenir un job à plein temps où au final on n'est plus trop avec les animaux. Il faut trouver un équilibre là-dessus et c'est là où la taille de l'activité qu'on a à côté elle est aussi importante, c'est de vraiment savoir à quel moment on va avoir besoin d'une personne supplémentaire pour pouvoir tout gérer, parce que c'est déjà un métier où on bosse beaucoup d'heures parce que on travaille 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Donc idéalement ça serait de ne pas faire ça tout le temps pour éviter de s'épuiser trop vite. Et donc là après il faut avoir besoin de personnes, et puis pour avoir besoin de personnes il faut des fois dégager aussi plus de chiffre d'affaires et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce qu'il y avait, quoi. On a rajouté en fait des plaques à eau. Ce qu'on appelle des plaques à eau, c'est les plaques qui sont sur les palettes où on met les packs d'eau, pour isoler un peu plus et éviter qu'il y ait aussi la pluie en plus qui pourrait s'infiltrer entre les lattes. On a quand même laissé certaines lattes ouvertes parce que le but, il faut qu'il y ait un air qui puisse tourner, qui puisse passer à travers et on va dire changer l'air, si vous voulez, à ce niveau-là. On a des chiens des fois qui sont très hauts, où on a des clients qui ont plusieurs chiens, donc le but c'est qu'ils puissent rentrer dedans.
pour l'été, ce qu'on rajoute des coquillages, donc les coquillages d'eau. Ce qu'on a fait aussi, c'est quand on a creusé en fait les tranchées pour enfoncer les grilles, parce que toutes les grilles du coup sont enfoncées en 10 cm de profondeur. On a creusé pour faire des terriers. Donc là c'est le parc Meute. Donc en gros, quand on rentre, là il n'y a que 2 chiens, et du coup quand on rentre, le parc est fermé, donc séparé, et on va nourrir en petits groupes, et chaque personne a son petit groupe à gérer. Donc après, on peut choisir son petit groupe suivant les affinités qu'on a avec chaque chien. Donc nous on a fait 4 bacs pour la zone de compostage, divisé par 3 mois en fait. On a mis août, septembre, octobre, parce que vu que août c'est énormément demandé pour notre région, forcément en un mois le bac est à moitié rempli, voire aux 3/4. Et après on a fait les 3 mois par 3 mois, et du coup on tourne. Comme ça, le temps que les déjections en fait se compostent et descendent par rapport au temps, ça a le temps de bien descendre à ce niveau-là, et après du coup on peut tout récupérer pour mettre au niveau des arbres. Les lois existent, elles sont très vagues et très floues, et en fait le but c'est nous en tant que pensionneurs ou éleveurs de prouver que ça passe. Je vais prendre un exemple tout bête pour que ce soit plus clair. La loi dit faut que le chien ne puisse pas s'échapper, donc en gros 2 mètres. Il considère grillage de 2 mètres, enterré de 10 à 20 cm, donc ça fait en gros 1,80 m. Quand on est arrivé ici, l'éleveur avait des grilles d'1,50 m. Donc d'un point de vue des lois, ça ne passe pas. Il a tiré un câble tout autour, et tout autour au-dessus, il a dit j'électrifie. La DPP a dit c'est ok, le chien ne peut pas s'évader. Donc voilà, il n'y a pas le grillage à 2 mètres, mais il a prouvé que le chien ne pouvait pas s'échapper. Donc c'est ça aussi qui est important à savoir, que les lois, on les comprend comme on veut. Et le but c'est pas à eux de dire ok c'est bon, c'est à nous de prouver que c'est ok. Et de l'interpréter comme on veut l'interpréter. Après, il faut faire attention aussi, les services vétérinaires et la DPP pourraient l'interpréter d'une autre manière. Donc il faut aussi des fois se mettre un petit peu d'accord. Plus vous allez être cool avec eux, plus ça va aller facilement. On voit la clientèle anglaise en fait est aussi importante parce que malheureusement en France on ne veut pas forcément faire trop d'efforts à parler anglais, du coup on perd une part du marché possible, et le fait que moi je parle un petit peu anglais, Jordan parle très bien anglais, eux sont contents. Donc des fois il suffit simplement de faire l'effort, mais ça peut rapporter des clients en plus. Tout ce qui est structure comme ça, qui paraît très beau, faut faire très attention qu'elle soit assez résistante et que le chat puisse monter dessus et que ça ne bouge pas. Vous voyez, c'est pour ça, pareil, le pseudo-arc qu'on a recréé, en fait, on a fait pour qu'il bouge le moins possible. Il bouge un petit peu, mais il bouge le moins possible.
Alors bonjour, je m'appelle Jordan Bonvoisin, donc j'ai 29 ans et donc j'ai créé l'entreprise Terre de Légende, qui est un centre canin et félin. On a fait le choix avec ma compagne de partir de la ville et de monter notre propre truc. Et le projet, c'était de faire une pension pour chats qui soit un peu novatrice, qui change un petit peu de ce qui se fait d'habitude, suite aux expériences justement que moi j'avais eues lors de mes stages et des demandes qu'il y avait des clients que j'avais eu l'expérience de rencontrer, quoi. Et suite à ça, on a déménagé, on a déménagé vers la Bretagne et on a trouvé après en Mayenne pour s'installer où on est aujourd'hui. On a ouvert en avril 2019 et aujourd'hui du coup on est 3 associés dans l'entreprise. On va bientôt avoir une employée à plein temps aussi pour pallier à toutes les activités qu'on a lancées et qui marchent aujourd'hui au bout de 3 années. Dont on est plutôt fier. Le centre canin et félin Terre de Légende, donc on est situé en Mayenne, en plein milieu de plusieurs grandes villes. On est entre Rennes et Angers et entre Laval et Nantes, quoi, en gros. On est à peu près à 1 heure de toutes ces grandes villes. Et donc cette entreprise, le but c'était de proposer quelque chose de différent que ce que moi j'avais vécu en stage, c'est-à-dire de proposer quelque chose qui était beaucoup plus tourné vers le bien-être animal. Les normes minimales pour les services vétérinaires, elles sont relativement discutables, ou en tout cas il y en a qui en ont profité justement pour optimiser un peu plus de l'espace et donc engranger un peu plus de l'argent. L'idée c'était justement de proposer quelque chose de différent là-dessus, qui soit beaucoup plus tourné vers les animaux. Et, évidemment il faut se faire de l'argent parce que faut bien vivre, mais je pense qu'on peut allier les deux tout en proposant quelque chose qui soit à la fois bien pour les animaux et dans les attentes aussi des propriétaires qui ont évolué aujourd'hui. Et donc ces valeurs-là, nous qu'on voulait mettre en avant, c'était des valeurs donc à la fois tournées vers le bien-être animal, comme je le disais, mais du coup le bien-être animal pour moi c'est pas que le chien, c'est tous les animaux de manière générale. Et du coup ça passe aussi par des valeurs écologiques. Donc on a fait le choix de bétonner le moins possible sur nos structures, d'utiliser des matériaux qui soient pas néfastes pour l'environnement, ou alors que ce soit du recyclage. Et ensuite de faire aussi beaucoup de pédagogie avec la clientèle, permettre justement aux gens d'accepter en fait qu'ils sachent pas tout et qu'ils aient peut-être des a priori, qu'ils aient des fausses croyances, et qu'on soit là justement en tant que professionnel pour délier un petit peu tout ça et leur permettre en fait d'apprendre de nouvelles choses, tout en leur montrant, et pas juste en leur disant, justement en leur montrant que c'est possible, que ce soit avec nos propres chiens ou avec les séances qu'on fait en éducation, parce que du coup on propose d'accueillir les chiens, les chats et tous les NAC en pension. Donc on les garde nous chez nous, on fait du pet sitting aussi, on les garde chez eux. On propose aussi des séances en éducation. Donc l'éducation ça passe par l'école du chiot, où dès tout petit on va non pas, nous en tout cas, on va pas faire de l'école du chiot comme on fait en club canin. C'est-à-dire qu'on va leur apprendre non pas les bases de l'éducation, ou en tout cas c'est ce qu'on fait à la fin plutôt de l'école du chiot, mais on va leur apprendre comment s'adapter en fait dans le monde des humains. C'est quelque chose qui n'est pas naturel du tout pour eux et qui est pourtant évident pour nous. Savoir ce que c'est le bruit d'une tondeuse, d'une voiture, d'un orage, connaître les sensations du sol, que ce soit de l'herbe, du béton, du sable, n'importe quoi. Donc on passe par l'école du chiot, et après on propose aussi des séances d'éducation en individuel, où on va travailler le rappel, on va travailler la marche au pied, le assis couché, etc. Ça peut aussi passer par des séances en comportement, où là on va accompagner les gens pour des situations beaucoup plus complexes, qui sont plus sur des situations où on veut essayer d'harmoniser en fait la relation humain-chien. Et où là on va venir rééquilibrer des choses. Alors je dis humain-chien, ça peut être chien-chien aussi, parce que des fois c'est des problèmes de réactivité avec les congénères. Et à ce moment-là, on vient les accompagner en individuel, et on propose un accompagnement qui est plus régulier derrière, qui va être les balades éducatives, où là c'est nous qui nous déplaçons dans des lieux extérieurs où les gens pourraient se balader eux-mêmes finalement, et nous on est là juste pour les accompagner dans la vie de tous les jours à ce moment-là précis. On fait des groupes du coup pour travailler aussi la sociabilité des chiens, permettre soit à ceux qui s'entendent déjà bien avec d'autres chiens de pouvoir côtoyer d'autres chiens tout court, parce que c'est pas toujours facile de trouver des chiens qui sont disponibles en fait, et aussi pour travailler les animaux qui ont du mal justement avec les autres chiens, et leur permettre de rencontrer des chiens qui eux n'ont pas de mal, et de permettre de généraliser de manière positive et non pas l'inverse, comme ça peut leur arriver des fois au quotidien avec des expériences qui peuvent être traumatisantes parfois.
On aide aussi les gens qui ont peur, qui ont peur des chiens, donc qui ont la cynophobie, ça s'appelle. Et on les accompagne du coup pour essayer de passer au-delà de cette peur, de retrouver un mieux-être dans leur quotidien, parce que des fois la phobie des chiens ça peut leur prendre une place assez importante dans leur vie, et donc on essaie de les accompagner aussi comme ça. Et enfin on fait de la vente d'accessoires et de croquettes, donc pareil, les accessoires et les croquettes qu'on choisit, c'est toujours avec des partenaires où nous on est déjà satisfait du produit. Bon, malheureusement dans le chien il y a beaucoup de plastique, donc les valeurs écologiques c'est un peu compliqué de garder ça, mais du coup on essaye d'après de ce que ce soit des valeurs qui soient plus tournées vers le bien-être animal. Donc on n'utilise pas de colliers sanitaires ou les colliers étrangleurs quoi. On va plutôt tourner les gens vers des harnais qui sont plutôt physiologiques, des choses. Et après on donne beaucoup de conseils, c'est-à-dire qu'on ne vend pas juste le harnais, on ne vend pas juste une friandise, etc. On leur explique comment l'utiliser, on prend du temps avec eux. Et voilà, c'est ça la plus-value qu'on veut donner aussi à la vente soit d'un service, soit d'un accessoire ou même des croquettes, où on accompagne les gens pour le poids ou pour choisir telle ou telle gamme. Voilà, le but c'est qu'on soit présent, que ce soit très humain et non pas juste, c'est pas de la vente en ligne quoi. Alors si j'ai un conseil à donner à des apprenants qui veulent faire ce métier-là, ou une des activités que j'ai citées, c'est de rester toujours ouvert, de ne jamais s'arrêter à ce qu'on pense savoir. Et c'est ça qui permet en fait d'évoluer et du coup même si on fait des erreurs, ça permet justement de rebondir dessus parce qu'on est entre guillemets dans la remise en question, même s'il ne faut pas être à l'extrême parce que sinon on s'en sort jamais. Il faut accepter en fait qu'on ne sait pas tout et que tout ce qui se dit dans le chien depuis des années, demain en fait on peut complètement dire l'inverse et ce sera tout aussi vrai que ce qu'on disait avant il y a 10 ans. Ce qui a été le plus gratifiant pour moi avec cette expérience plutôt de création d'entreprise, on va dire, c'est ce qu'on m'a toujours répété dans les études que j'ai faites, où c'est un métier qui n'a pas d'avenir, ou alors on va pas y arriver. Faut quand même y arriver en fait, il faut juste le vouloir, il faut justement, même quand on a des difficultés sur quelque chose, faut bosser dessus et puis en fait, faut se faire confiance et à un moment donné ça marche quoi. Le mot que j'aurais pour décrire l'expérience, que ce soit Terre de légende ou travailler dans le chien, c'est l'adaptabilité, c'est rester adaptatif, donc, que ce soit humainement parlant ou justement avec les animaux. C'est grâce à ça qu'on vit les meilleurs moments. Si j'avais un mot à faire passer aux apprenants, je leur dirais qu'il faut pas s'arrêter à ce qu'on vous raconte. Toutes les formes d'entreprise, de service, et tout est possible. Même si ça n'existe pas, même si ça existe, on peut le réinventer. Et il faut vraiment pas s'arrêter aux gens qui vous diront que ça marchera pas ou quoi. Ça veut pas dire que ça marchera pas, mais en tout cas au moins essayer, c'est la plus belle des expériences. C'est pas du tout réussir. Je m'appelle Florian Petitjean, j'ai 30 ans. J'ai fait un bac pro élevage canin et félin, là où j'ai en fait rencontré Jordan. Moi je voulais travailler dans le chien depuis tout petit. Je savais que je voulais travailler dans le chien, je savais pas quoi je voulais faire, mais c'était avec le chien. Et en grandissant, j'ai appris qu'il y avait le métier de maître chien. Donc là, j'ai fait des stages, que ce soit aussi bien en gendarmerie, chez les pompiers, dans la sécurité civile, de maître chien, pour voir qu'est-ce qui me convenait le mieux, quelle arme en fait me convenait le mieux aussi. C'était une époque où c'était pas du tout à la mode, alors pas du tout. Quand moi je disais je vais être maître chien, on me disait ouais, bonne chance. Ouais, donc voilà, j'ai dû trouver par moi-même. Et je me suis rendu compte que ce qui me plaisait le plus, c'était vraiment maître chien, donc dans la sécurité civile, recherche de personnes en décombres ou dans les catastrophes naturelles. Et après, j'ai eu des opportunités de travailler à l'étranger, de travailler dans des arsenals, donc en protection, partir aussi bien en Amérique du Nord que dans des pays du Moyen-Orient, dans la sécurité privée. Et
lors de ces différents séjours, le dernier en fait, mon dernier travail, fait que j'ai perdu mon chien. Et donc je suis rentré en France. Il fallait que je remonte un petit peu mon chien, un nouveau chien. Et à ce moment-là, Jordan m'a proposé de venir travailler à Terre de Légende. Donc j'ai fait, c'est le destin. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Alors nous, en fait, on a fait le choix de tout réinvestir. Donc là, ça fait 3 ans que l'entreprise existe. De tout réinvestir dans l'entreprise et de pas se prendre de salaire pour en fait faire évoluer beaucoup plus rapidement celle-ci. Pour pouvoir améliorer tout ce qui est parc et aussi pouvoir acheter tout le stock nécessaire, parce que ce qui va réellement nous faire augmenter notre salaire, parce que si vraiment on voulait se prendre un salaire, à l'heure actuelle on serait à 800 € par mois, mais si on veut l'augmenter, parce qu'on ne peut pas augmenter le nombre de places, c'est que quand les parcs sont pleins, on a un chiffre d'affaires maximum. Donc pour l'augmenter, il va falloir vendre des choses à côté. Donc ça va être aussi bien des croquettes que des friandises, que des harnais, que du matériel. Et du coup, pour avoir tout ça, en fait, il faut l'acheter à la base. Il faut avoir une trésorerie de base pour l'avoir en stock. Les avantages du métier, c'est que déjà on est son propre patron. Donc on va pas se faire engueuler par quelqu'un. On choisit ses propres horaires, même si dans un sens on est quand même limité par rapport aux animaux, aux êtres vivants. Ouais, il y a le contact avec les animaux, même s'il n'est pas aussi présent que ce qu'on imagine. Finalement, ça revient qu'à un tiers de ça. Alors les inconvénients du métier, ça va être les conditions climatiques. L'été très chaud caniculaire, c'est problématique. L'hiver, quand il flotte, on a des chiens, ils sont en extérieur, il faut s'en occuper. Après, ce qu'on peut avoir aussi, c'est les exigences des clients. Ce soit aussi bien pour la pension que pour l'éducation. Il faut une capacité d'adaptabilité assez forte pour pouvoir répondre à ça. Les conseils que j'aurais à faire sur l'éducation, c'est ne pas être fataliste. Ça, c'est un gros souci qu'il y a. La fatalité est utilisée en fait comme un raccourci pour éviter de dire que j'en suis pas capable. Mais il faut bien prendre en compte qu'on est des êtres humains. On a tous nos limites. Il faut connaître ses limites. Ça, c'est super important. Et savoir dire je ne sais pas faire. Et c'est là où en fait la fatalité arrive, où beaucoup de confrères ou de consoeurs vous diront ah ben non, ce chien là on peut pas le travailler parce qu'il a ce problème là. Non, le chien c'est pas le problème, parce que tu ne sais pas le travailler, parce que tu n'as pas eu le cas. Et aussi faire attention aux termes qu'on utilise. Pour donner un exemple concret, parce que moi j'aime bien donner pareil, même pour les clients, des exemples concrets qui les touchent, pouvoir utiliser des images, parce que quand tu sais comment fonctionne l'être humain, tu sais très bien comment lui transmettre la chose. Les gens ont pu prendre leur chien pour X ou Y raison. Et ça peut arriver que ce soit pour de mauvaises raisons. Et j'ai le cas d'une cliente où elle avait un chien, un malinois, elle était hyper attachée avec son chien. Donc la facilité c'était de lui dire lâche la grappe à ton chien. Et quand j'ai essayé de creuser un petit peu, de savoir pourquoi elle était aussi attachée et pourquoi elle avait pris cette race là, c'est là où elle m'a dit alors c'est pas mon chien, c'est celui de mon fils. Donc dans ma tête c'était pourquoi tu viens, ça devrait être ton fils qui vient. Donc j'essaye de creuser et je voyais qu'elle était pas bien. Et c'est là où elle me dit mon fils est décédé, j'ai récupéré son chien, ça fait 1 mois qu'il est décédé.
moi derrière, je suis en mode d'accord, je dois dire en fait de lâcher son chien alors qu'elle est en train de tout retransmettre dessus. Et c'est là où l'adaptabilité est très importante et très important de savoir dire, savoir faire attention à ce qu'on va dire. Mon plus beau souvenir, ce serait plus ma plus grande satisfaction. Alors, il faut savoir qu'en fait, moi, je pars du principe que tout chien est récupérable. Il y a une très légère limite par rapport à l'âge, mais tout chien est récupérable malgré les problèmes qu'il a. Et depuis qu'on a ouvert et qu'on travaille avec les associations de chiens, on a des cas les plus difficiles qui viennent, donc souvent réactifs humains. Il y a une quinzaine de chiens qui étaient dans le couloir de la mort, qui sont venus ici, qui ont été réhabilités, qui sont aujourd'hui sans famille. Un mot qui va définir mon métier, ça va être vraiment l'adaptabilité. Il faut savoir s'adapter aussi bien aux chiens qu'aux clients, et surtout aux clients. Si tu désires être éducateur canin parce que tu veux changer de métier, parce que ton métier en fait, la clientèle de ton métier te saoulait, fais pas éducateur canin. En fait, il faut comprendre que tu vas pas éduquer le chien, tu vas éduquer le maître. C'est pour ça que quand tu vas voir un éducateur canin, il va venir, tu vas prendre ton chien, en 5 minutes, il va faire des trucs que toi tu n'arrives pas à faire. Parce qu'il sait comment interagir avec lui, il sait comment ça fonctionne, et il sait comment lui fonctionne. Et après, donc ça c'est à peu près 20% du boulot, et après tu as 80% du boulot, tu dois expliquer comment le maître doit faire avec son chien pour avoir le même résultat.